Clémence déchira l'enveloppe d'un geste rageur. Et les mots sautèrent à ses yeux comme des lames affûtées. « Ta maison revient à ton frère ? Car nous ne pouvons tolérer ton choix de vie. » Le jardin derrière la villa andalouse, avec ses oliviers centenaires et ses bougainvilliers en fleurs, semblait soudain se figer dans un silence accusateur. Elle leva les yeux vers le ciel de Séville, où le soleil impitoyable brûlait ses larmes naissantes, se demandant comment l'amour pouvait transformer un foyer en champ de bataille. Clémence avait toujours aimé cette maison, nichée au cœur de l'Andalousie, où ses parents, expatriés français depuis 20 ans, avaient reconstruit leur vie après avoir fui la routine parisienne. Elle y avait grandi, entourée des arômes de jasmin et d'orange amère, apprenant à danser le flamenco dans les ruelles étroites et à parler un espagnol teinté d'accent français. À 28 ans, elle était devenue une artiste peintre reconnue. Ses toiles inspirées par les paysages ocres et les passions tumultueuses de cette terre adoptive. Mais aujourd'hui, tout cela s'effondrait comme un château de sable sous la marée. Ses parents, Jacques et Marie, étaient des figures respectées dans la communauté franco-espagnole de Séville. Jacques, ancien diplomate, gérait maintenant une petite entreprise d'import-export de vin. Marie, professeur de littérature à la retraite, organisait des salons poétiques où l'on récitait Baudelaire sous les étoiles. Ils avaient élevé Clémence et son frère cadet, Antoine, dans un mélange de rigueur française et de chaleur méditerranéenne. Antoine, à 25 ans, vivait à Madrid, marié et père d'un enfant, incarnant l'idéal familial qu'il chérissait. Clémence, elle, avait toujours été la rebelle, celle qui peignait jusqu'à l'aube et refusait les conventions. La lettre était arrivée par courrier recommandé, comme un verdict judiciaire. Nous avons appris pour toi et cette femme, poursuivait le texte, rédigé de la main tremblante de sa mère. Ton mode de vie n'est pas compatible avec nos valeurs. La maison, que nous t'avions promise, ira à Antoine. Il saura en faire un foyer décent. Clémence sentit son cœur se serrer. Comment avait-il su? Était-ce Antoine qui avait trahi son secret? Ou un voisin indiscret? Elle repensait à ces derniers mois, à ses regards fuyants lors des dîners familiaux, à ses questions insidieuses sur sa vie sentimentale. C'est alors qu'elle avait rencontré Maëva. Maëva, une Française de 25 ans, venue à Séville pour un stage en archéologie. Elle s'était croisée dans un café du quartier de Triana, où Clémence exposait ses toiles. Maëva, avec ses cheveux noirs cascadant comme une nuit d'été et ses yeux bleus perçants, avait admiré un tableau représentant un jardin en fleurs sous la pluie. C'est comme si vous aviez capturé l'âme de l'Espagne, avait-elle dit, sa voix douce portant l'accent du sud de la France. Clémence avait rougi. Et de là était née une amitié qui s'était muée en quelque chose de plus profond, de plus interdit aux yeux de sa famille. Elle se voyait en secret, se promenant dans les jardins de l'Alcazar, où les fontaines murmuraient des promesses éternelles. Maëva racontait ses fouilles dans les ruines romaines, ses rêves de découvrir des trésors enfouis. Clémence partageait ses inspirations, ses frustrations d'artiste. Leur premier baiser avait eu lieu sous un oranger, les pétales blancs tombant comme une bénédiction. Je n'ai jamais ressenti cela, avait murmuré Maëva, ses lèvres effleurant celles de Clémence. Mais maintenant, cette lettre menaçait de tout détruire. Clémence froissa le papier et le jeta dans le jardin. Les fleurs semblaient la narguer, leur couleur vive contrastant avec la grisaille de son âme. Elle décida d'affronter ses parents. Elle les appela. La voix tremblante, venez à la maison. Nous devons parler.
Ils arrivèrent le soir même. Jacques avec son air sévère. Marie les yeux rougis. Assis autour de la table en bois d'olivier, sous la pergola couverte de vignes, l'air embaumait le romarin. Expliquez-vous, lança Clémence, les poings serrés. Jacques soupira. Nous t'aimons, ma fille. Mais ton choix, c'est contre nature. Antoine nous a dit qu'il t'avait vu avec cette femme. Nous ne pouvons pas léguer la maison à quelqu'un qui ne perpétuera pas la famille. Marie hocha la tête, des larmes coulant. Pense à ton frère, à son enfant. C'est pour le bien de tous. Clémence sentit la trahison comme un coup de poignard. Antoine, son propre frère, avait espionné sa vie privée. La discussion dégénéra en cris. Clémence défendit son amour pour Maëva, parlant de liberté, d'authenticité. L'amour n'a pas de genre, s'exclama-t-elle. Mais ses parents restèrent inflexibles, invoquant leur éducation catholique, leur peur sociétale. La soirée se termina dans un silence lourd, et ils partirent sans un adieu chaleureux. Clémence s'effondra dans le jardin, adossée à un mur blanc chauffé par le soleil couchant. C'est là que Maëva la trouva, alertée par un message paniqué. Maëva la serra dans ses bras, son parfum de lavande apaisant les tourments de Clémence. Nous affronterons cela ensemble, murmura-t-elle. Elles passèrent la nuit à parler, à rêver d'un avenir où elles pourraient vivre librement. Mais au fond d'elle, Clémence savait que ce n'était que le début des tempêtes. Le jardin, témoin muet de leur amour naissant, semblait murmurer des secrets anciens, des histoires de passion interdites sous le ciel espagnol. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Clémence peignit furieusement, ses toiles reflétant la tourmente intérieure, des jardins en feu, des figures enlacées dans l'ombre. Maëva, de son côté, prolongea son stage, refusant de retourner en France sans elle. Elles explorèrent Séville ensemble, se réfugiant dans les patios cachés, où les fontaines chantaient des berceuses. Leur relation s'approfondit, faite de tendres caresses et de confessions tardives. Pourtant, la trahison d'Antoine pesait lourd. Clémence l'appela, la voix chargée de reproches. « Comment as-tu pu ?» Antoine se défendit, « Je l'ai fait pour ton bien. Tu mérites mieux que cette vie marginale. » Mais ces mots sonnaient faux, révélant une jalousie sous-jacente pour l'héritage. Clémence raccrocha, le cœur brisé. Elle se tourna vers Maëva, qui devint son ancre dans la tempête. Un soir, sous les étoiles, dans le jardin derrière la maison, elles firent l'amour pour la première fois. Les feuilles des oliviers frémissaient au vent, comme des applaudissements discrets. « Je t'aime », souffla Maëva, ses doigts traçant des arabesques sur la peau de Clémence. C'était un moment de pureté, un oasis dans le désert de la rejection familiale. Mais le conflit s'intensifia. Jacques et Marie annoncèrent leur venue pour signer les papiers de transfert. Clémence, déterminée, invita Maëva à être présente, comme un défi. La confrontation s'annonçait explosive, et le jardin, ce sanctuaire, risquait de devenir le théâtre d'une tragédie. Le jour fatidique arriva sous un ciel d'azur implacable, où le soleil andalou semblait amplifier chaque émotion. Clémence, vêtue d'une robe blanche simple, arpentait nerveusement le jardin, arrachant distraitement des pétales de bougainvillier. Maëva, à ses côtés, posait une main apaisante sur son épaule,
ses yeux bleus reflétant une détermination farouche. Nous sommes plus fortes ensemble, murmura-t-elle. Et Clémence hocha la tête, puisant du courage dans cette présence. Jacques et Marie apparurent à la grille, accompagnés d'Antoine et de sa femme, Sophia. Antoine, avec son air suffisant, tenait un dossier sous le bras, les actes notariés. Sophia, enceinte de leur deuxième enfant, jetait des regards gênés vers Clémence. La famille s'installa sous la pergola, l'air chargé d'une tension palpable. Commençons, dit Jacques d'une voix froide, évitant le regard de sa fille. Clémence prit la parole la première, sa voix tremblante mais résolue. Avant de signer quoi que ce soit, écoutez-moi. Cette maison n'est pas qu'un bien matériel, c'est mon enfance. Mes souvenirs. Vous me la retirez parce que j'aime une femme? C'est de la cruauté pure. Marie baissa les yeux, murmurant, nous voulons ton bonheur. Clémence. Mais cela. Ce n'est pas normal. Antoine intervint, pense à l'avenir. Moi. J'ai une famille à construire ici. Toi. Tu peux repartir à zéro ailleurs. Maëva, silencieuse jusqu'alors, se leva. Permettez-moi de parler. Je m'appelle Maëva. Et j'aime votre fille plus que tout. Notre amour n'est pas une menace, c'est une réalité belle et sincère. Pourquoi punir Clémence pour cela? Jacques rougit de colère. Vous n'avez pas votre place ici. C'est une affaire de famille. Mais Clémence serra la main de Maëva. Elle est ma famille maintenant. La dispute éclata comme un orage d'été. Accusations fusèrent, trahison, intolérance, égoïsme. Antoine révéla qu'il avait fouillé dans les affaires de Clémence lors d'une visite, découvrant des lettres intimes. Je l'ai fait par souci pour toi, cria-t-il. Clémence, les larmes aux yeux, le gifla mentalement avec ces mots, tu n'es qu'un opportuniste. Tu convoites cette maison depuis toujours. Sophia tenta de calmer les esprits, mais en vain. Marie, effondrée, avoua enfin, j'ai peur pour toi. Ma chérie. La société, les regards et l'Église. Clémence s'approcha d'elle, touchant son bras. Maman. L'amour vrai transcende tout cela. Regardez-nous, nous sommes heureuses. Pour la première fois, une fissure apparut dans la muraille parentale. Jacques, cependant, resta inflexible, signant les papiers d'un geste rageur. Le soir venu, après le départ de la famille, Clémence et Maëva se réfugièrent dans le jardin. Les étoiles scintillaient comme des larmes gelées. Nous avons perdu la maison? Mais pas nous, dit Maëva, embrassant Clémence tendrement. Elles passèrent la nuit enlacées, planifiant leur avenir, peut-être partir pour Barcelone, où la communauté LGBT était plus accueillante, ou même retourner en France. Les semaines suivantes furent un mélange de deuil et de renaissance. Clémence vendit quelques toiles pour financer leur déménagement. Maëva, dont le stage se terminait, proposa de l'aider à monter une galerie. Leur amour s'épanouit dans l'adversité, fait de promenades le long du Guadalquivir, de dîners aux chandelles dans des tapas-bars cachés. Clémence peignit un portrait de Maëva, capturant son essence, force et vulnérabilité entrelacées. Pourtant, un doute s'insinua. Antoine appela un jour, s'excusant vaguement, mais révélant que Sophia avait des réserves sur l'héritage. Peut-être pourrions-nous partager, proposa-t-il.
Clémence refusa, sentant une manipulation. Puis, un soir, Maëva rentra tard, l'air préoccupé. J'ai reçu une offre d'emploi à Paris, avoua-t-elle. C'est une opportunité en or pour mes fouilles. Clémence sentit un froid l'envahir. Et nous? Maëva la rassura, je ne partirai pas sans toi. Mais la graine du doute était plantée. Clémence se rappelait les histoires d'amour trahi qu'elle avait lues dans les romans français. Ces passions qui s'effritent sous la pression. Elle observa Maëva plus attentivement, notant des appels mystérieux, des absences inexpliquées. Était-ce la paranoïa? Ou une réelle menace? Un après-midi. En fouillant dans le sac de Maëva un geste qu'elle regretta aussitôt, Clémence trouva un billet d'avion pour Paris, daté d'une semaine plus tard. Seule. Son monde s'écroula. Elle confronta Maëva ce soir-là, dans le jardin désormais vide de meubles. Tu me quittes? Maëva pâlit. Non. C'est pour un entretien. Je comptais t'en parler. Mais ses yeux fuyants disaient autre chose. La vérité éclata, Maëva avait peur. La confrontation familiale l'avait ébranlée, elle craignait de s'engager pleinement dans une vie marginalisée. Je t'aime. Mais je ne suis pas prête pour tout cela. Confessa-t-elle. Des sanglots dans la voix. Clémence sentit la trahison ultime. Plus douloureuse que celle de sa famille. Tu m'abandonnes quand j'ai le plus besoin de toi, hurla-t-elle. Elles passèrent la nuit à discuter. À pleurer. À se réconcilier partiellement. Maëva promit de réfléchir. Mais Clémence savait que le mal était fait. Le jardin, jadis symbole de leur amour, devenait un lieu de rupture. Elle se sentait seule, abandonnée par tout ce qu'elle aimait. Pourtant, au milieu de la douleur, une lueur d'espoir. Clémence contacta une association LGBT à Séville, où elle rencontra d'autres femmes partageant ses luttes. Elles organisaient des ateliers artistiques, des discussions sur l'acceptation. Clémence y trouva une communauté, un sens à sa souffrance. Maëva partit finalement pour Paris, laissant un vide immense. Mais elle envoya une lettre, pardonne-moi. Tu m'as appris à aimer vraiment. Peut-être un jour. Clémence la lut dans le jardin, sous un olivier, et décida de tourner la page. Les mois suivants furent une période de reconstruction pour Clémence. Sans la maison familiale, elle loua un petit appartement dans le quartier bohème de Alhambra de Hercule, à Séville. Les rues animées, avec leurs bars à flamenco et leurs artistes de rue, lui offraient un nouveau souffle. Elle exposa ses toiles dans une galerie locale, où ses œuvres sur l'amour perdu et la résilience attirèrent l'attention. Une critique française les qualifia de « baudelairiennes dans leur mélancolie espagnole ». La trahison de Maëva hantait encore ses nuits. Elle repensait à leurs moments intimes, à la façon dont Maëva caressait ses cheveux, murmurant des promesses éternelles. Mais la douleur se muait en force. Clémence rejoignit activement l'association LGBT, organisant des événements pour sensibiliser à l'homophobie familiale. Elle y rencontra des histoires similaires, des parents rejetants, des frères opportunistes. Cela la fit réfléchir à sa propre famille. Un jour, elle reçut un appel de Marie. « Ton père est malade ?» dit-elle d'une voix brisée. « Un cancer. Il veut te voir. » Clémence hésita, le cœur serré. Après des semaines de silence, elle accepta de se rendre à Madrid, où Antoine avait installé la maison leur maison. Le voyage en train fut un tourbillon de souvenirs, les oliviers défilant,
Les villages blancs sous le soleil. À l'arrivée, la maison avait changé. Antoine l'avait rénovée, ajoutant une nurserie pour ses enfants. Jacques, amaigri et pâle, était alité dans le jardin, sous la pergola familière. Ma fille, murmura-t-il en la voyant. Clémence s'assit à ses côtés, tenant sa main frêle. Pourquoi m'as-tu appelé demanda-t-elle. Jacques soupira, j'ai eu tort. La vie est trop courte pour les regrets. J'ai vu Antoine. Il n'apprécie pas cette maison comme toi. Et ton amour. Je n'avais pas le droit de juger. Marie, en larmes, avoua qu'ils avaient regretté leur décision dès le lendemain. Mais l'orgueil. Antoine, présent, baissa la tête. J'ai été égoïste. Pardonne-moi, sœur. Sophia hocha la tête, serrant son ventre arrondi. Clémence, émue, pardonna partiellement. Le mal est fait. Mais peut-être pouvons-nous guérir. Ils passèrent l'après-midi à parler, à rire même, évoquant des souvenirs d'enfance. Jacques insista pour modifier l'acte, la maison te reviendra après moi. Antoine a déjà sa vie. Clémence refusa d'abord, puis accepta, voyant cela comme un geste de réconciliation. Le jardin, avec ses fleurs intactes, semblait approuver. De retour à Séville, Clémence reçut un message de Maëva, j'ai entendu pour ton père. Je pense à toi. Cela raviva des sentiments complexes. Elle répondit poliment, mais garda ses distances. Sa vie prenait un nouveau tournant, elle prépara une exposition majeure sur les thèmes de l'identité et de l'amour interdit. Inspirée par son histoire. Puis, un soir, lors d'un vernissage, Maëva apparut. Vêtue d'une robe noire élégante, elle s'approcha timidement. Je suis revenue. Paris m'a fait réaliser que sans toi, rien n'a de sens. Clémence, le cœur battant, la regarda. Tu m'as brisé. Maëva pleura, je sais. J'avais peur, mais j'ai changé. J'ai rejoint une association à Paris. J'ai affronté mes démons. Donne-moi une chance. Elles parlèrent toute la nuit. Dans un café andalou. Sous les lumières tamisées. Maëva raconta son cheminement, les thérapies. Les lectures sur l'acceptation de soi. Clémence, touchée, sentit l'amour renaître. Elles s'embrassèrent sous un lampadaire, comme au début de leur histoire. Les semaines suivantes furent une renaissance. Maëva s'installa à Séville, trouvant un poste en archéologie locale. Elles explorèrent à nouveau les jardins de l'Alcazar, main dans la main, sans peur des regards. Clémence peignit une série sur la rédemption, où des jardins renaissaient de leurs cendres. Mais le destin frappa à nouveau. Jacques décéda paisiblement, laissant la maison à Clémence. Lors des funérailles, la famille se réunit dans le jardin, unie dans le deuil. Antoine, repentant, promit de soutenir sa sœur. Marie, veuve, décida de rester proche, apprenant à accepter Maëva. Clémence et Maëva emménagèrent dans la maison, la transformant en un havre pour artistes et couples LGBT. Elles organisèrent des ateliers, des soirées poétiques, où l'on célébrait l'amour sous toutes ses formes. Le jardin devint un symbole de guérison, planté de nouvelles fleurs symbolisant la résilience. Pourtant, des ombres persistaient.
Maëva, parfois, doutait encore, et Clémence la rassurait. Leur relation, forgée dans le feu, était plus forte, mais fragile. Un soir, sous les étoiles, Clémence murmura, « Promets-moi de ne plus partir. » Maëva répondit, « Je suis là pour toujours. » Les années passèrent comme un fleuve tranquille, emportant les douleurs passées vers un océan de sérénité. Clémence, à 32 ans, avait établi sa réputation comme peintre engagé. Ses toiles exposées de Séville à Paris. Maëva, quant à elle, menait des fouilles passionnantes, découvrant des artefacts qui racontaient des histoires d'amours antiques, souvent non conventionnelles. Ensemble, elles avaient transformé la maison en un centre culturel, où des femmes du monde entier venaient partager leurs expériences. Marie, maintenant grand-mère, visitait souvent, apprenant à aimer Maëva comme une fille. « J'étais aveugle », avouait-elle lors des dîners familiaux. Antoine, père de 2 enfants, avait mûri, reconnaissant ses erreurs. La famille, jadis fracturée, se reconstruisait autour de valeurs d'acceptation et de pardon. Clémence et Maëva envisageaient l'adoption, rêvant d'élever un enfant dans cet environnement tolérant. Leur journée était remplie de rires, de débats passionnés sur l'art et l'histoire, de promenades dans le jardin où tout avait commencé et failli finir. Les oliviers, témoins silencieux, semblaient veiller sur elles. Pourtant, un dernier conflit surgit, comme un écho du passé. Une voisine conservatrice, apprenant pour leur relation, lança une pétition pour fermer leur centre, invoquant des « valeurs morales ». La communauté se divisa, soutiens et opposants s'affrontèrent lors d'une réunion municipale. Clémence prit la parole, sa voix résonnant avec émotion, « L'amour n'est pas un crime. Ce jardin, cette maison, est un symbole de liberté. Ne nous privez pas de cela. » Maëva, à ses côtés, ajouta, « Nous avons surmonté la trahison, la perte. Ne laissez pas la peur l'emporter. » La salle, touchée, vota en leur faveur. Ce fut une victoire humaine, renforçant leurs liens. Un soir, pour célébrer, elles organisèrent une fête dans le jardin. Des lanternes illuminaient les arbres, de la musique flamenco emplissait l'air. Clémence et Maëva dansèrent, enlacés, sous les applaudissements. « Merci d'avoir cru en nous », murmura Clémence à l'oreille de Maëva. La nuit se termina par une promesse, un mariage discret. Dans ce même jardin, entourés de leurs proches. Marie offrit la robe de Clémence. Antoine fut le témoin. Sous un ciel étoilé, elles échangèrent des vœux, dans la joie et la peine. « Je t'aimerai. » Le baiser scella leur union. Un triomphe sur les épreuves. Des années plus tard, assises sur un banc dans le jardin, cheveux grisonnants, elles regardaient leurs petits-enfants adoptifs jouer. « Regarde ce que nous avons construit, » dit Clémence, serrant la main de Maëva. De la douleur est née la beauté. Le jardin, éternel, fleurissait plus vivement que jamais. Un testament à l'amour résilie, à la rédemption humaine. Et derrière, la maison se dressait, gardienne de leurs secrets, de leur victoire. Ainsi se clôt l'histoire de Clémence et Maëva. Une ode à la persévérance, où la trahison cède à la compréhension, et l'amour triomphe dans sa forme la plus pure.